Bonjour tout le monde, bienvenue au 6e vidéo du bloc 4 et c'est le premier vidéo du chapitre 11. Donc dans le chapitre 11, on vient parler de rotation, qui va être un petit peu différente de ce qu'on avait vu pour le mouvement circulaire dans le chapitre 6 et chapitre 4. Donc je vais commencer par faire cette distinction-là. Donc ici, j'ai un carré que je vais faire tourner autour d'un centre ici. Là, je vous fais la version chapitre 6 qui est vraiment mouvement circulaire. Donc dans le mouvement circulaire, le déplacement qui se produit est circulaire, un arc de cercle dans ce cas-ci, mais l'objet n'a pas changé d'orientation. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement circulaire, mais ce n'est pas ce qu'on veut décrire dans le chapitre 11. Dans le chapitre 11, on veut vraiment que notre carré, dans ce cas-ci, tourne dans la rotation pour vraiment revenir tel quel par après. Et puis ça, je peux faire ça avec un centre de rotation qui est à l'intérieur de l'objet. Donc, je veux vraiment que mon objet puisse tourner sur lui-même ou avec un centre de rotation à l'extérieur. Ça, c'est pas important. Mais il faut que l'orientation de l'objet change dans le déplacement. Pour ça, ça va nous prendre des variables angulaires. Donc, des variables qui vont décrire comment tout l'objet est en train de se déplacer, mais aussi de changer d'orientation, justement. Et ça va nous amener aux variables qui vont remplacer le déplacement. On aura la vitesse, de l'accélération, de la force, même la masse aura besoin de changer un petit peu avec la rotation. Énergie cinétique, travail et puissance. On refait vraiment presque tout ce qu'on a fait pendant toute la session, mais en ajoutant de la rotation. On ne va pas laisser tomber tout le mouvement linéaire de translation non plus. On en aura aussi, donc ça va se combiner. Fait que c'est un gros chapitre qui revient prendre tous les concepts. C'est certain qu'on ne va pas aller dans les numéros, les problèmes les plus compliqués pour ça, mais on veut pouvoir voir tout ce qu'on a vu dans un contexte de rotation. Donc, la première variable qu'on va voir, une nouvelle variable qu'on va voir, ça va être un déplacement, mais qui va être rendu angulaire, qu'on va nommer delta theta. On pourra parler de position angulaire qui est theta. Souvent, ça va être le déplacement qui va nous intéresser. L'arc de cercle que je vous ai montré tantôt, au fond, c'est un déplacement le long d'un arc de cercle, ce n'est pas une position en tant que telle. Très souvent, on va pouvoir parler du déplacement sans avoir besoin de la position exacte. Avant de continuer, je veux vous mentionner qu'on va avoir beaucoup de lettres grecques pour les variables angulaires et je vous ai mis sur Moodle l'alphabet grec. C'est en fait l'image qui est tirée de l'avant-dernière page de Benson, quelque chose comme ça. Donc, si jamais vous vous demandez comment vous pouvez m'écrire un θ quand vous m'écrivez sur Moodle, ben c'est comme ça qu'on écrit θ en lettres qu'on en a besoin. Et ainsi de suite. On n'utilisera pas tout l'alphabet grec, vous n'avez pas besoin d'avoir trop peur tout de suite. Donc, pour les déplacements angulaires, je reviens avec mon carré ici. Et je vais afficher le déplacement de d'autres points. Donc, je vais aller avec 3 sommets pour l'instant. Et je vais faire remarquer la différence qu'il y a entre l'arc de cercle et l'angle. Donc, l'angle ici est vraiment le même pour tout le monde. Ils sont très très petits, on ne les voit pas tant que ça. Mais c'est vraiment le même angle. Je n'ai pas mis les valeurs parce que c'est tout le monde le même 8 degrés. Donc, tous les points se sont déplacés du même déplacement angulaire. Par contre, je vais exagérer l'angle pour qu'on le voit mieux, même si les angles deviennent confondus, mais on voit mieux les arcs de cercle. On peut voir que l'arc de cercle du point A est plus petit que l'arc de cercle du point C. Donc, le point A, c'est moins déplacé que le point C. B, quelque part entre les deux. En fait, c'est proportionnel au rayon. Plus le point est proche du centre de courbure, j'ai dit rayon, mais la variable A, ça va vraiment être pour la distance par rapport au centre de rotation. J'ai dit courbure, c'est plutôt rotation. Des fois, ça pourrait être le rayon d'un objet. Quand on va parler de roue, souvent, ça va être le rayon de l'objet, mais ce n'est pas obligatoire. Ça peut être juste pour un point qu'on regarde, et ça va être à ce moment-là la distance par rapport au centre de rotation. Donc, quand la distance est plus petite, l'arc de cercle décrit aussi va être plus petit. Quand la distance est plus grande, l'arc de cercle aussi va être plus grand. Et pour vous faire bien voir la relation entre les deux, la relation de proportionnalité, je mets mon déplacement angulaire à peu près à 1 radian. Et vous pouvez remarquer qu'ici, les rayons et les arcs de cercle ont pas mal la même longueur. En fait, c'est le fait que j'ai des degrés entiers ici qui ne me donnent pas le 0, 0. Si j'avais 1,00, ce serait exactement la même grandeur. Puis ça, en fait, c'est la définition d'un radian.
qu'est-ce que c'est un radian? D'où ça vient comme unité? Ça vient du fait que, en fait, on le définit comme étant l'angle qui fait en sorte que l'arc de cercle a la même grandeur que le rayon du cercle qui est décrit ici. En comparaison, le 360 degrés, d'où est-ce qu'il vient? Selon ce que j'ai lu, il vient des Babyloniens qui ont décidé d'associer 1 degré à chaque jour de l'année. Il y en avait 360 apparemment dans leur calendrier, pas loin du 365, mais c'est vraiment pas une relation de base mathématique. Une autre hypothèse, c'est que 360, c'est une valeur qui se divisait bien. Si vous essayez de diviser un cercle en 5, ben 360, ça se divise en 5, ça se divise en 2, 4, 6, 3, ainsi de suite. Donc, c'est une valeur qui était plus facile pour travailler, pour faire des portions de cercle au besoin. Mais ça veut vraiment rien dire mathématiquement. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir une relation mathématique entre R et S, ça va être l'angle en radian. Dans toutes les équations, il faudra utiliser l'angle en radian. Ensuite, si j'augmente une valeur qu'on connaît bien comme angle en radian, c'est 2π, 6,28 radians. Et là, l'arc de cercle, donc S, correspond en fait à la circonférence du cercle. Puis ça, c'est une relation que vous connaissez, tout le monde la connaît bien. La circonférence, c'est 2π fois R. Donc en fait, ça nous dit que l'arc de cercle est égal à R fois le déplacement angulaire. Donc la relation qu'on connaît pour la circonférence peut s'appliquer pour n'importe quelle portion d'un cercle. Ça n'a pas besoin d'être 2π radians. Et là, ça explique bien pourquoi l'arc de cercle est plus grand quand on est plus loin du centre de rotation, parce qu'on a cette relation-là avec la proportionnalité qui est le rayon. La distance, pardon. Voilà. Donc, delta θ pourrait être exprimé en radians, idéalement, mais des fois, ça va être nommé en tours dans les problèmes. Vous devrez à ce moment-là faire la conversion, bien sûr, un tour, c'est 2π radians. Donc, ça, c'est pour le déplacement angulaire. On passe ensuite à la vitesse angulaire. Donc, on continue dans nos variables de cinématique. La vitesse, par définition, c'est une variation de position, donc c'est un déplacement sur un intervalle de temps. Cette relation-là va être vraie aussi dans les variables angulaires. Donc, oméga moyen. Donc, ça, la lettre ici, c'est pas un W, c'est oméga. Si vous vous rappelez de oméga comme étant plutôt ce symbole-là, c'est oméga majuscule, oméga minuscule. Donc, oméga moyen va être égal à delta θ sur delta t. Donc, déplacement angulaire sur intervalle de temps. Pour la version instantanée, on passerait à une dérivée. Mais ça ne va pas arriver très très souvent qu'on va avoir besoin de faire une dérivée, qu'on va exprimer θ de manière algébrique en fonction du temps et qu'on puisse dériver. Pour le lien avec la vitesse tangentielle, en fait, cette relation-là qu'on a entre les variables tangentielles, ici on pourrait parler d'un déplacement tangentiel si on voudrait. L'arc de cercle existe déjà comme mot, c'est lui qu'on a tendance à utiliser, mais on pourrait parler d'un déplacement tangentiel. Donc, la relation entre la valeur tangentielle et la valeur angulaire va rester la même. Donc, on va avoir une vitesse tangentielle qui va être égale à R fois une vitesse angulaire. Et ça, pour vous le montrer, j'ai une autre simulation. Donc, j'ai une roue qui va pouvoir tourner. Un point qui va tourner avec la roue, mais je garde sa position initiale pour nous donner un point de référence. Et si j'ai un déplacement angulaire, bien sûr, j'ai aussi une vitesse angulaire. En fait, ici, la vitesse angulaire que j'ai imposée dès le début. J'ai même une expression, mais ça, on va y venir un petit peu plus tard. Donc, la vitesse angulaire va représenter à quel point l'objet tourne vite. Fait que pour une petite valeur de vitesse angulaire, l'objet va tourner lentement. Puis quand je mets une valeur de vitesse angulaire plus grande, l'objet va tourner plus vite. On va l'exprimer en radians par seconde, mais on peut aller chercher des points de référence si on veut. Ici, donc, 2π. Ça va être un tour en 1 seconde. Par contre, ici, avec les animations, des fois, je peux ralentir l'animation pour que ce soit vrai. Il faut que je la mette ici. Donc là, je ferai effectivement un tour en 1 seconde. C'est un peu étourdissant. Fait que je ne vais pas garder la vraie relation comme ça. Fait que mon facteur t ne représente plus vraiment des secondes rendues là. Mais vous voyez l'idée de ce que oméga représente.
Donc, c'est l'information qu'on a ici. On peut donner en tours par seconde, de la même manière que si on avait un tour possible comme expression d'un delta θ, j'ai oublié de le mentionner. Donc, au besoin, vous devez convertir un tour en radian. Donc, pour la vitesse angulaire, on va parler de temps pour faire un tour, qui reviendrait en fait à la fréquence, ou à la période, temps pour faire un tour, ou le nombre de tours par seconde, qui serait la fréquence. Dans tous les cas, quand on veut venir utiliser oméga dans nos équations, il faudra revenir en radians par seconde. Donc, toujours revenir en radians par seconde. Je voulais vous montrer le lien avec la vitesse tangentielle. Donc, j'ai fait le calcul ici. C'est vraiment oméga fois mon rayon que j'ai ici. Mais je l'ai en vecteur aussi. Et ici aussi, je peux changer mon échelle pour que ce soit un peu moins énorme comme flèche. En fait, c'est parce que c'était mon 2π radian comme vitesse que ça faisait une grosse flèche. Okay. Donc, la vitesse tangentielle, vous pouvez voir qu'elle est toujours tangente, justement, au cercle qui est décrit. C'est une vitesse qu'on appellerait linéaire, c'est-à-dire que c'est un vecteur qui est vraiment en ligne droite. C'est pas une valeur en angulaire, c'est pas en radian par seconde, c'est en mètres par seconde. Et c'est tangent au cercle. Ce serait aussi le S divisé par l'intervalle de temps. Fait que nos relations linéaires ne changent pas non plus par rapport à ce qu'on avait avant ça. Ensuite, ici je mentionne la vitesse radiale. C'est pas quelque chose qui revient dans beaucoup de numéros, mais parfois on en parle. Ça va être si je décide de changer le rayon de mon point, du point que je regarde pendant le déplacement. Fait que là, ici, ce serait pas vraiment de déformer une roue. Je veux pas une roue qui devient plus grande ou plus petite magiquement. Là. Ce serait pas l'objet que je suis en train de décrire, mais vraiment juste la position du point qui m'intéresse sur mon objet. Donc, je peux rapprocher mon objet du centre ou l'éloigner. On aurait une vitesse radiale, puis qu'on aurait un changement de rayon. Pour les quelques numéros où vous auriez à parler de ça, la vitesse va être la variation du rayon sur l'intervalle de temps. Définition de base d'une vitesse. On arrive ensuite à l'accélération angulaire, fait qu'on a encore les mêmes relations que ce qu'on avait en cinématique linéaire. Donc, l'accélération va être la variation des vitesses, donc accélération angulaire, alpha. Variation des vitesses angulaires sur l'intervalle de temps. Si je la veux instantanée, d oméga sur dt. Et le lien avec l'accélération tangentielle, encore une fois, ça va être de multiplier par r. Je profite de cet espace-là pour vous parler des unités. Donc, mon accélération tangentielle, ça va être en mètres par seconde carré. Mon accélération angulaire en radians par seconde carré. Puis mon rayon, il est en mètres. Fait que vous pouvez remarquer qu'avec les mètres puis les par seconde carré, j'ai déjà mes mètres par seconde carré. Donc, les radians ils disparaissent dans les unités. On avait vu, quand on a fait l'analyse dimensionnelle, que cosinus de θ, c'était une constante sans dimension. Je pense que le numéro dans lequel vous faisiez, c'était quelque chose comme Vx est égal à V cos θ. Donc, mètres par seconde, il ne restait plus de dimension pour le cosinus de l'angle. C'est pas seulement vrai pour un cosinus d'un angle, c'est vrai pour n'importe quel angle aussi. Puis on peut le voir à partir de la première relation ici. J'ai des mètres, j'ai des mètres. Il n'y a plus d'unité ou de dimension disponible pour mon angle. Donc le radian est juste pour nous indiquer qu'on n'est pas en train de parler en degrés. Mais sinon, il n'est pas. Il n'y a pas besoin de rester là. Puis des fois, il peut apparaître comme par magie aussi. Il faut savoir qu'on est en train de parler d'un angle en radian. Mais vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il apparaisse toujours de quelque part ou est-ce que vous devrez l'enlever par vous-même aussi dans les unités. OK. Ensuite, l'accélération. Ben, on a encore l'accélération centripète. Donc, on avait AC qui est égal à V carré sur R quand on faisait notre chapitre 6, en fait du chapitre 4. Fait que ça, c'est encore valide. Donc, l'accélération totale ne sera pas seulement l'accélération tangentielle, mais vraiment la somme vectorielle des deux. Donc, je peux revenir à 0. Indiquer mes deux accélérations. Je vais en mettre une en fait ici. Je vais commencer avec une vitesse plus petite pour pas
que ça aille trop vite. Trop vite. Et donc ici, vous pouvez voir que l'accélération angulaire, elle reste la même, donc tangentielle aussi, vu que je ne fais pas déplacer mon rayon. Par contre, au fur et à mesure que la vitesse augmente, l'accélération totale va changer. Donc l'accélération totale, ça va être ici, parce que l'accélération centripète change. L'accélération centripète, je vous rappelle, provient de la vitesse au carré divisé par le rayon. Et là, ça se met à diminuer parce que j'avais mis une deuxième phase d'accélération qui allait être négative. Je vais aussi vous parler du fait qu'on va devoir même, recommencer à tracer des graphiques de nos variables de cinématique en fonction du temps. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, je commençais avec une accélération positive, ma vitesse angulaire augmentait tranquillement. Je n'ai pas affiché ici l'accélération centripète ou l'accélération totale, mais on voit que l'accélération centripète ici continue d'augmenter parce que la vitesse est de plus en plus grande. Puis maintenant, l'accélération tangentielle a changé de côté parce que mon accélération angulaire est rendue négative. Et on voit que la vitesse diminue jusqu'à éventuellement avoir une vitesse qui est rendue nulle. Puis là, mon objet, si j'avais plus de temps, mon objet se serait mis à reculer par après. Donc une vitesse... je vais rapprocher ça là. Donc une vitesse angulaire négative, ça va être possible. Ça va correspondre à une rotation qui se met à se faire dans le sens inverse. Donc un angle va pouvoir diminuer et éventuellement retomber aussi dans les négatifs et ainsi de suite. Donc ça peut être pertinent de faire des graphiques comme on faisait dans les chapitres 3 et 4. Ça pourrait être fait avec les valeurs angulaires, ça pourrait être fait avec les valeurs tangentielles. Entre les deux, en fait, il y a juste une proportion de rayons. Ça revient à 0 en même temps, puis c'est un qui est plus grand que l'autre selon le rayon que j'utilise, là où mon point est. Comme d'habitude, je vous rappelle que les courbes faciles à tracer, souvent c'était celle des vitesses parce que ça faisait des lignes droites. Donc ici aussi, je vous encourage à utiliser la vitesse quand vous avez besoin de faire un graphique pour vous représenter la situation. Donc, il nous reste à compléter avec l'accélération totale ou accélération linéaire. Quand je dis que ça va être la somme vectorielle, si on s'intéresse juste au module, ça va être avec Pythagore. C'est comme ça, vous avez deux composantes, une composante radiale centripète et une composante tangentielle. Donc, AT carré plus AC carré. Ça pourra être mis en fonction des autres paramètres, puis là, ça va dépendre de ce qu'on connaît dans un numéro ou dans l'autre. Donc, l'accélération tangentielle, ben, je pourrais utiliser que c'est alpha fois R au carré. L'accélération centripète, c'est V carré sur R. Je me retrouverai avec oméga R au carré sur R, tout ça au carré. Donc, il y a moyen de le ramener avec les variables angulaires. Ça va dépendre de ce que vous connaissez, à quel point vous voulez faire les détails ou pas. On peut faire les calculs séparément aussi. Puis ensuite, je vous ramène les équations de la cinématique de rotation. Donc, c'est nos équations à accélération constante, donc qui vont correspondre au genre de graphique que je venais de vous montrer ici, avec les 4 équations qu'on connaissait déjà. Donc, c'est tout pour cette introduction aux variables de rotation.